Au Tchad, le pays célèbre le 60e anniversaire de son indépendance et accueille donc son premier maréchal de son histoire, à la personne du président Déby. Nous parlerons aussi du Mali, où des milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans les rues ce mardi 11 août pour réclamer toujours le départ du président Keïta. Le Covid-19, c'est notre troisième sujet. Plus de 5 milliards de doses de vaccins précommandées. Au Togo, on va toujours rester dans le cadre du Covid-19. La recherche thérapeutique, les essais cliniques annoncés par l'Université de Lomé ne pourront plus avoir lieu, en tout cas pas pour le moment, faute de financement. Voilà le menu. Et pour en parler, je suis sur le plateau ce soir avec Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher Nyahu, bonsoir mon collègue, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Et face à vous, nous accueillons Francisco Napokoura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir Chris, c'est toujours bien d'avoir le Christ avec soi. Et bonsoir aux téléspectateurs. Merci beaucoup. On commence avec le Tchad. À l'instar de 16 autres pays africains, le Tchad est entré dans le bal des commémorations des 60 ans d'indépendance ce mardi 11 août, comme tous ces pays auxquels l'indépendance a été octroyée du fait de la seule volonté de l'ancien maître, le Tchad, en ce qui le concerne, continue de survivre enlisé dans la gadoue du sous-développement, malgouvernance, corruption, népotisme, ethnicisme, parodie et report d'élections, chômage de la jeunesse, guerre, déliquescence des acteurs de la santé et de l'éducation, du secteur de la santé et de l'éducation. Des mots que le Tchad indépendant depuis le 11 août 1960 partage avec la plupart des pays qui ont accédé à la souveraineté nationale, mais ont encore du mal à couper le cordon ombilical qui les lie toujours à l'ancien maître. Chris Ega, le portrait qu'on peut dresser aujourd'hui du Tchad, 60 ans après, est un peu le même portrait qu'on dresserait du Togo, du Bénin, du Niger, du Burkina, en tout cas de ces 17 pays qui célèbrent leur 60e anniversaire d'indépendance cette année. Oui, absolument. Et je crois que tu as été complet sur ce tableau-là. Et c'est un peu finesque, mais malheureusement, c'est la triste réalité. Et tu l'as dit aussi, tu l'as si bien dit, le Tchad partage la même histoire post-coloniale avec pratiquement tous les pays, je dirais même tous les pays africains qui ont acquis leur indépendance, si on peut appeler cela indépendance, dans ces années-là, dans les années 60, ça fait 60 ans, nous sommes aujourd'hui en 2020, mais nous vivons toujours la même tragédie, et ce qui nous impose aujourd'hui une profonde réflexion, une réflexion que nous avons toujours différée. Ça fait 60 ans qu'on le dit, 60 ans qu'on vit le même drame, je dirais un peu plus la même tragédie. On se demande si l'Afrique est condamnée à être le dernier de la classe des pays qui cherchent à se développer, bien que nous ayons un sous-sol outrancièrement riche, un sous-sol qui en principe nous fournit tous les alibis, tous les supports de développement, et pourtant nous ne sommes pas, par quelle damnation jusqu'à présent nous n'avons pas pu retrouver le chemin du développement. Et tous les mots que tu as énumérés tout à l'heure sont malheureusement des mots que l'Afrique vit, l'Afrique indépendante, l'Afrique dite indépendante vit aujourd'hui, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la santé, etc. L'Afrique n'a pas décollé. On estime que 60 ans passent et que nous soyons toujours à ce niveau-là. Nous insiste à plus de réflexion, surtout à plus d'audace, parce que c'est bien ce qu'il faut dire, et d'aller de l'avant et poser les vrais problèmes pour en trouver les solutions idoines. Le tableau sombre des 60 ans d'indépendance de ces pays, Francisco, à qui incombe la responsabilité? C'est ces dirigeants qui ont pris la succession des colons qui n'ont pas été à la hauteur? Non, tout d'abord, vous venez de parler des indépendances. Souvent, on a toujours dit, et puis lorsque vous voyez l'histoire des pays, de tous ces pays-là, et bien avant l'indépendance, ou je peux dire au lendemain des indépendances, il y avait moins d'ignorants, je peux dire, et il y avait, n'est-ce pas, aussi moins de miséreux. Parce que nos sociétés africaines, quand je parle de l'ignorance, c'est lorsque on a ouvert l'école et qu'il fallait aller à l'école. Dès lors que tu n'es pas allé à l'école du blanc, sinon du colon, tu deviens ignorant.
ce n'est pas seulement chez nous, même en Europe, et celui qui n'a pas été à l'école ou qui n'a vécu que dans les fermes de la France, il n'aime pas mettre pied à Paris. Ok, donc parce que il y a d'autres conditions de vie là-bas que lorsque tu n'es pas allé à l'école du blanc, tu parles le français mais tu ne peux pas. Maintenant, la misère ici, à l'époque, que ce soit la connaissance, tout, c'est vertical, ça se partageait. Hein. L'enfant, quand vous prenez déjà un conte africain, vous avez toute la philosophie de Descartes, par exemple. Est-ce que vous voyez? Donc, on avait de ces connaissances-là qui étaient partagées par tout le monde et les gens vivaient mieux. Mais lorsque le blanc a mené ce qu'on appelle l'école, qu'il fallait aller s'asseoir sur un banc du matin au soir et après aller à l'université et écrire j'ai l'honneur, donc c'est imposé autre chose. Et donc l'indépendance est venue. Nous avons bien reçu notre indépendance, mais les premiers qui ont lutté pour qu'on puisse obtenir ces indépendances, pratiquement, ils ont été fauchés et au lendemain, sinon quelques années après les indépendances, ils ont été fauchés. Et lorsqu'ils ont été fauchés, tués, assassinés avec des coups d'État, vous allez constater que après nos agrégats qu'on obtenait, quand je prends par exemple même le cas du Togo, quand vous prenez comment l'appelle-t-on, la croissance des agrégats, vous voyez que des années 60 à nos jours, bien sûr que nous avons un PIB qui monte, mais vous voyez qu'en termes de croissance, ça chute jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, avec la Covid, on ne sait pas où on va. Donc, voilà, le départ a été bien, mais aussitôt après, les nationalistes ont été aussitôt fauchés pour reprendre ce qu'on peut appeler les sous-traitants du colonisateur. Ceux qui ont succédé jusqu'à ce jour sont des gens qui sont de mèche avec l'Occident. Et lorsque vous voyez le pays, par exemple, comme la France, et la France n'est pas producteur du phosphate. Elle n'a pas du phosphate dans son sous-sol, mais le phosphate est vendu par la France, qui est parmi, je crois, les quatre, le quatrième au monde, je crois, en termes de vente du phosphate. Vous allez voir le cacao. Nous sommes des grands producteurs de cacao, comme la Côte d'Ivoire, mais les cacaos sont vendus à la bourse des valeurs et ça n'apporte pratiquement rien aux paysans. Mais c'est aux chocolatiers c'est le chocolatier qui attire la plus grande valeur ajoutée et pour son économie. Ainsi de suite pour l'ensemble des produits. Donc, les gens ont tout fait pour enlever les pères de l'indépendance du pouvoir pour amener ceux-là avec qui peuvent bien manager. Alors, et voilà où nous en sommes. Finalement, Chris, est-ce qu'on n'est pas plutôt en droit de partager ce qu'avait dit De Gaulle, ils ne sont pas mieux pour l'indépendance? Bon, je crois que je vais commencer par répondre, apporter aussi ma position par rapport à la question telle que tu l'avais posée tout à l'heure, je pose la question de savoir à qui la faute. À qui la faute, je crois que c'est la question essentielle qu'il faut se poser aujourd'hui. Et pour répondre à cette question, je dois dire que la responsabilité de cette situation incombe d'abord aux politiciens, c'est-à-dire aux politiques en général, parce que la question du développement tient d'abord de la volonté politique, parce qu'il revient à l'État à ses premiers responsables de créer les conditions du développement. Lorsque tu parles tout à l'heure du clientélisme et de la gabégie et de la corruption et de la justice qui n'existe à deux vitesses, qui n'existe dans sa rigueur que vis-à-vis, et puis même pas seulement dans sa rigueur, parce que ici au moins la justice disait le droit, ça passe encore, qui n'existe qu'en face des gens qui sont faibles, et comme le dirait l'autre, selon que vous soyez puissant ou misérable.
la justice de la Cour blanc ou noir. Je crois que et je dois dire que cette situation-là incombe d'abord la responsabilité de cette situation incombe d'abord aux politiques parce que c'est à eux de créer les conditions de développement, d'être des gens assez éclairés. J'ai l'habitude de le dire ici, on ne peut pas être politicien par hasard ou bien politique par hasard parce qu'on en a les moyens financiers, parce qu'il faut en avoir, en ce qui concerne le plan mental, en avoir un peu plus que le commun du mortel. Pour diriger les gens, il faut avoir du cran, il faut être quelqu'un qui connaît, qui maîtrise la situation, qui donne le là, qui permette à ce que les gens s'orientent de telle ou de telle façon. Maintenant, l'autre chose dont je voudrais parler concerne les élites qui généralement ne jouent pas aussi leur rôle de critique honnête vis-à-vis des gouvernants en place. Et on a constaté que quand ces élites-là viennent aussi au pouvoir, ils reproduisent les mêmes actes, ils sont dans le même schéma. Nous avons la situation telle que cela prévaut actuellement aujourd'hui. Par exemple, en Guinée, et on l'avait constaté aussi avec Ouad, des gens qui pendant tout le temps qu'ils étaient dans l'opposition avaient montré toute leur habileté à dire aux gens que ils peuvent proposer mieux que ceux qui sont au pouvoir. Mais une fois arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'on constate? Ils ont tendance à s'éteindre au pouvoir. Nous constatons la même chose avec Ouattara aujourd'hui, qui a fait ses 2 mandats, qui veut bien rester. Ce ne sont pas les mêmes contextes, bien entendu, mais nous avons constaté que ceux qui aspirent à gouverner à la place de ceux qui sont mauvais au gouvernement, lorsqu'ils arrivent aux affaires, ils ne font pas mieux, sinon ils font pire que ceux qui sont venus remplacer. Et ensuite, il faut que le citoyen ordinaire aussi se dise que, mais il a l'obligation de demander des comptes au gouvernement parce que ce n'est pas, ce n'est plus un droit aujourd'hui, parce que c'est un devoir pratiquement d'être alerte et de savoir demander des comptes, parce que lorsque on gouverne un pays, on ne gouverne pas le pays pour soi-même, on a un mandat qu'on détient du peuple, on estime détenu du peuple, il faut qu'on rende compte. Et il faut que le citoyen ordinaire soit un soldat ou sinon soit un gendarme qui veille la gouvernance et qui s'exprime de la meilleure façon et qui sache dire non lorsqu'il faut dire non. Voilà. Alors, finalement, on est mûr pour l'indépendance à l'époque. Est-ce qu'on était mûr pour l'indépendance? Non, on était mûr pour l'indépendance. Parce que déjà... Je ne dirais pas. Non. Parce que déjà, et je dis qu'au moment où on était même colonisé, on n'était pas aussi miséreux, aussi dans la mendicité qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la mendicité est portée par le sommet de l'État. C'est plutôt la gouvernance qui crie que nous sommes pauvres, très, très, très endettés. Et la dernière fois, lorsque le Bénin s'est surclassé, revenu intermédiaire, mais les gens ont crié, ils vont où? Pourquoi vous ne restez pas toujours dans les pays pauvres, très, très, très endettés, pour pouvoir bénéficier des choses? Donc, au fait, les pays, avec, bien sûr, les premiers dirigeants qu'on avait eus, les indépendantistes avaient une vision. Maintenant, ceux qui sont venus après par la force et que le colon a poussé, sont des valets du colon. Donc, et c'est ça qui a succédé jusqu'à ce jour. Donc, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas parce que les peuples n'étaient pas mûrs, mais c'est les élites qui sont parties qui ont étudié l'école du blanc et qui se sont divisés en 2 ou en 3, et pratiquement c'est ceux-là qui ont l'aval de la métropole du colon qui dirige le pays. Et c'est ce que nous vivons et c'est surtout au niveau de l'Afrique francophone. Au niveau de l'Afrique francophone, je peux ajouter même noire, parce que le Maghreb quand même a fait des sauts qualitatifs. Quand on parle de Tunisie et autres, c'est des bons qualitatifs. Donc c'est l'Afrique noire, surtout pays francophones, et qui affichent ce genre de comportement. Vous avez vu comment ça, on parlait du Tchad, du Tchad qui vient de faire
60 ans, tout comme les autres pays. Aujourd'hui, nous sommes revenus à zéro. Tout ce qui a été amorcé, par exemple, en 90 comme démocratie, est revenu à zéro. Donc, nous avons désormais des présidents, et à vie même mourant, ils préfèrent rester jusqu'à partir. Dans ces conditions, comment est-ce que on peut gouverner si on n'a pas la force, si on n'a plus le mental nécessaire pour diriger un pays? Vous parlez de 90, on se rappelle 90, c'est l'année d'accession au pouvoir d'Idriss Déby Itno. Donc ça fait en tout cas un peu plus de 20 ans qu'il est au pouvoir maintenant. En 20 ans, on a toute la possibilité de créer le miracle, mais il n'a pas été à la hauteur de cela. Je crois que c'est une bonne question. Je tiens à répondre, à dire un mot sur le sujet là, mais avant, je voudrais dire la question qui était passée avant est très intéressante aussi, c'est-à-dire savoir si oui ou non l'Afrique est mûre pour l'indépendance. Je voudrais dire à ce sujet que qu'on soit mûr ou non mûr, on avait besoin d'avoir cette indépendance là parce que ce n'est pas une faveur que le colon nous avait donnée, mais c'était cela s'imposait et nous devons aller à l'indépendance maintenant. C'est-à-dire que nous avions arraché notre indépendance, mais gouverner à la manière du blanc. Gouverner à la manière du blanc, ça, on n'était pas mûr pour gouverner à la manière du blanc. Je crois que la question posée de cette façon aura une meilleure réponse parce que nous étions engagés dans un processus avec les blancs. On apprenait à gouverner comme eux parce que l'Afrique traditionnelle n'avait pas le même type de gouvernance que l'Afrique telle qu'on l'a connue avec le colon. Mais les valeurs essentielles qui caractérisaient l'Afrique traditionnelle étaient bouleversées lorsque le blanc, le colonisateur, était arrivé pour nous dire que ça ne se passe pas de cette façon, mais voici de quelle autre façon nous pouvons procéder pour vivre à leur côté. Ils n'étaient pas venus pour développer le coloniser parce que nous n'étions pas une colonie de peuplement. Contrairement nous étions une colonie d'exploitation. Donc le colon n'était pas venu pour développer l'Afrique. Et aujourd'hui, le blanc, l'Occident n'est pas toujours dans la posture de développer l'Afrique parce que l'Occident a fait la triste expérience déjà avec les dragons de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est. Ils ont constaté que lorsqu'ils ont donné la possibilité d'avoir accès à leurs connaissances, à leur savoir, ils ont commencé à fabriquer aussi, à faire de l'informatique, à fabriquer des avions, à fabriquer les biens de consommation courants et sont devenus leurs concurrents. Donc l'Occident n'est pas prêt, il faut qu'on le sache. L'Occident n'est pas prêt aujourd'hui à développer encore un quelconque pays qui deviendrait, ayant maîtrisé la connaissance, qui deviendrait leur concurrent. Donc je voudrais dire que, mûr ou non, nous avions besoin d'avoir notre indépendance parce que ce n'est pas une faveur, on devait l'avoir contre et envers tous. Ben, voilà. Alors maintenant, juste une minute pour aller à la pause et revenir pour que vous puissiez développer l'autre volet. D'accord, merci.